Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Nash. À la une ce mois. Un seul point à l'ordre du jour de votre podcast de ce mois. Nous avons discuté avec Jean Bala. Il est le directeur exécutif du CRADEC, une organisation de la société civile africaine, et avec lui, nous allons voir à peu près à quoi ressemble l'agenda du plaidoyer pour une justice fiscale et une justice sociale en Afrique. Je rappelle que vous pouvez écouter ce programme sur notre page podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale et évidemment sur l'application Stitcher. Vous pourrez aussi écouter votre programme. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Facebook Impôts et justice sociale, Twitter, hashtag Impôts social. Et pour ceux qui veulent nous écrire, idriss@taxjustice.net. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. Je vous le disais en début de ce programme, nous avons un seul point à l'ordre du jour de ce podcast, mais un point tout à fait intéressant parce que nous allons discuter avec Jean Bala. Il est le directeur exécutif du CRADEC, le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, et il est surtout un acteur avisé du combat pour la justice fiscale et la justice sociale en Afrique francophone. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui, nous abordons plusieurs aspects, dont des solutions et des opportunités de plaidoyer pour la région. Bonjour Jean Bala, cette année 2022, le CRADEC, le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, une ONG basée au Cameroun et qui se déploie sur le terrain de la justice fiscale et de la justice sociale, a débuté ses activités. Quelles sont les grandes lignes de l'agenda de l'organisation dont vous êtes le directeur exécutif? Oui, merci Idriss de nous donner encore une fois l'opportunité d'intervenir dans ton programme podcast Justice sociale. Le CRADEC pour l'année 2022, sur la base des activités que nous avons commencé à mener il y a cela 2 ou 3 ans, l'année 2022 va être une année dont le calendrier va concentrer les efforts sur, bien évidemment, la justice fiscale dans sa globalité. Mais bien évidemment, cette justice fiscale dans sa globalité va se décliner sur un certain nombre de problématiques telles que les conventions de non-double imposition sur lesquelles nous avons travaillé l'année dernière. Et à cet égard, on va continuer à faire un plaidoyer qui va dans le sens de pouvoir dialoguer avec les acteurs influents, que ce soit les parlementaires, les administrations fiscales. Nous allons aussi continuer à travailler sur les questions liées sur les exonérations. Vous le savez très bien que les exonérations sont une pratique tout à fait, j'allais dire, normale, mais quand elles sont sur la base d'une discrétion qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation, on se pose très bien la question de savoir à quoi ça sert. Et bien évidemment, on se rend compte que nos États accusent un certain niveau de dépenses fiscales qui sont essentiellement liées aussi à ces questions d'exonération. Bien évidemment, d'autres aspects que nous voulons regarder en 2022 tournent autour, par exemple, du suivi sur les conclusions du panel de haut niveau factier du système des Nations Unies sur les flux financiers illicites, la transparence et l'intégrité financière. C'est des questions sur lesquelles nous voulons mettre de la lumière de manière à ce que le citoyen camerounais, les acteurs camerounais puissent s'en imprégner et prendre des dispositions pour pouvoir appliquer au niveau national et pourquoi pas au niveau sous-région Afrique centrale ces recommandations-là de manière à améliorer
les principes de mobilisation des ressources domestiques. Voilà en quelques lignes les grands axes sur lesquels nous voulons travailler en 2022 au niveau du CRADEC. Un agenda très chargé et qui est en droite ligne avec les problématiques du débat fiscal international. Un aspect qui est aussi important, c'est la question du changement climatique, de ses conséquences, de la transition énergétique. Sur la base de votre expérience, quelle est aujourd'hui la fiscalité qu'il faudrait mettre en place, le meilleur système fiscal qu'il faudrait mettre en place pour gérer les enjeux de cette transition énergétique pour les pays africains qui, je rappelle, sont propriétaires des ressources et des opportunités en termes de développement d'économie verte, mais en même temps sont demandeurs de forts investissements afin de pouvoir suivre le rythme du net zéro qui est préconisé au niveau mondial. Oui, disons que la question sur le changement climatique est en lien avec la transition énergétique. Je crois qu'il est important que nous regardions la chose sur l'angle de la production de l'énergie et de la consommation de l'énergie. Et à cet égard, c'est vrai qu'au niveau national, j'entends camerounais, la question n'est véritablement pas encore au niveau de la priorité de l'agenda politique, mais je crois qu'il y a des prémices de réflexion tant au niveau des acteurs internationaux qu'au niveau des organisations de la société civile. Nous devons considérer que si nous avons à produire, je dirais, une certaine richesse, une certaine denrée dont on a besoin, nous devons tout à fait considérer que cette richesse-là doit se faire sous l'angle, j'allais dire, de la durabilité ou des objectifs de développement durable. Il y a à cet égard la question de la transition énergétique et notamment en lien avec la protection de l'environnement qui est quelque chose que nous devons avoir en esprit et dans la pratique pour ce qui est des acteurs de développement que nous sommes ou les acteurs de production des produits, des richesses que sont notamment le secteur privé. À cet égard, il est important que nous ayons un regard et mettre en place des politiques de régulation qui nous permettraient en même temps de produire, mais aussi en même temps de protéger notre environnement. Et par rapport à ça, je crois qu'au niveau de la fiscalité, pour être beaucoup plus précis par rapport à ça, nous devons actionner l'un des R que nous avons dans les principes de 4 R de la justice fiscale, c'est-à-dire que nous voulons optimiser les recettes fiscales pour une redistribution équitable à travers des mécanismes de représentation qui tiennent compte des idées, des besoins des uns et des autres. Et à cet égard, je crois que le principe de la retarification est important à mettre en jeu là-dessus pour que les acteurs de production de richesses, notamment les compagnies multinationales qui viennent exploiter de la ressource au niveau national ou qui apportent de l'investissement, tiennent compte de ces aspects-là et que la retarification en termes de principe sur la fiscalité doit pouvoir jouer son rôle de manière à pouvoir promouvoir notamment les habitudes, les pratiques et les comportements qui sont favorables à l'environnement. Et bien évidemment, si ces pratiques-là sont respectées et contrôlées par le régulateur qui est, je dirais, les pouvoirs publics, à ce niveau-là, on peut dire que nous pouvons véritablement développer quelque chose qui va dans le sens, en même temps, assurer la transition énergétique, mais aussi d'aborder la question sur le changement climatique avec beaucoup plus de sérénité et d'optimisme. Les 4 R de la justice fiscale, vous faites bien de les évoquer, Jean, et avec beaucoup de pertinence. On va peut-être revenir sur 2 des R, la représentation et la redistribution, pour parler de la femme rurale africaine, mais aussi de toutes les femmes dont l'activité dépend des produits qui sont faits dans les zones rurales. Aujourd'hui, on parle du changement climatique, mais sans parler de ces femmes qui ont des revenus, qui élèvent des enfants, qui ont besoin d'avoir accès à une énergie plus propre, qui ne leur coûtera pas très cher. En termes de redistribution, en termes de représentation, comment concrètement, au niveau endogène, on pourrait porter la discussion de sorte
à élaborer des systèmes de taxation qui prennent en compte ce type d'implications ou de conséquences à gérer? Ah ouais, encore une fois, comme je l'ai dit, et ça vous faites bien de le rementionner, les deux R que sont la représentation et la redistribution, bien évidemment. Nous avons un souci constant pour que la redistribution soit équitable. Et en cela, nous avons un regard très attentif sur les couches vulnérables que sont les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes handicapées et autres. Et à ce niveau, je crois que la chose que nous continuons et que nous allons continuer à faire dans un premier temps, c'est de la sensibilisation pour dire qu'au niveau, disons, de la politique budgétaire, nous devons avoir une politique budgétaire sensible au genre. Quand elle est sensible au genre, nous parlons de la redistribution. Maintenant, nous avons des phénomènes que nous vivons et sur lesquels vous venez d'évoquer notamment les questions sur le changement climatique et la transition énergétique. Et vous savez très bien que en Afrique, en général, la femme vivant en milieu rural, elle est majoritaire par rapport à la femme vivant en milieu urbain. Et c'est cette femme-là qui est, je dirais, le moteur de la production et des autres services ou des autres devoirs qu'elle doit accomplir pour l'équilibre du ménage, pour l'équilibre de la communauté. Et par rapport à ça, elle consomme, elle est dépendante en ce qui concerne de l'énergie, elle est dépendante notamment du bois, que l'on peut évoquer ici, et qui constitue pour elle cette source d'énergie pour préparer, pour faire un certain nombre de tâches au niveau domestique, mais malheureusement aussi qui affecte, comme on l'a évoqué plus haut, l'environnement dans une certaine mesure. Il est bien vrai que quand on regarde la proportion, d'externalité ou le degré de vulnérabilité que peut subir notre potentiel forestier, bien que la femme utilise le bois pour des travaux domestiques, préparer, apprêter de l'eau pour les enfants, des choses comme ça, c'est une proportion, on dirait, minime, mais c'est essentiel pour elle. Dans ce sens, on doit pouvoir tenir compte dans des politiques qui mettent en place des réformes qui iraient dans la logique d'assurer une transition énergétique, je dirais comme précédemment, sereine et de manière objective et durable. Et nous pensons que dans cette budgétisation sensible aux gens, on doit certainement mettre des mécanismes qui pourraient aller dans le sens peut-être d'accorder des subventions sur un certain nombre de technologies alternatives qui permettraient donc à la femme de moins consommer du bois et de moins, affecter l'environnement à travers des supports ou des subventions qui iraient dans le sens d'améliorer de la recherche. Alors, parlant justement de retarification, c'est très important, ces principes des 4 R de la justice fiscale. Il y a le secteur extractif africain qui devrait jouer un rôle dans les technologies du développement durable de demain, le cobalt, le lithium. Alors, du point de vue de la société civile africaine, quelles recommandations faites-vous au pays pour éviter que les dérives fiscales des minéraux qui ont servi à l'industrialisation dans le monde entre 1960 et les années 2020 puissent se reproduire dans le cadre d'un schéma vers la course pour une économie où il y a zéro émission de gaz carbonique ou de CO2. Alors, je crois que on va s'appuyer sur les cadres existants. Comme tu l'as souligné, les économies africaines ont eu à connaître des abus quant à l'exploitation des ressources minérales. J'entends le pétrole, le gaz et puis la mine solide. Et à cet égard, je crois que considérons avec beaucoup de respect le cadre qui existe au niveau continental, qui est celui de la vision minière africaine. La vision minière africaine a développé un certain nombre de piliers. Je crois qu'il y en a 7. Je ne peux pas les énoncer toutes, mais je dirais quand même que on peut, dans le cadre de notre entretien, on peut prendre en considération 2 de ces piliers-là.
Et il y a le pilier sur le régime fiscal et la gestion minier, le pilier sur la protection de l'environnement en général. Donc, à ce niveau, commençons par la protection de l'environnement. Nous y étions déjà au niveau des femmes. Il faut véritablement que les États encadrent de manière solide la protection de l'environnement en ce qui concerne l'exploitation des ressources minières. J'entends ici, comme je l'ai évoqué plus haut, les questions de l'environnement sont du domaine de la prospection, de la recherche, de l'exploitation, avec toutes les externalités que l'on peut constater en matière du bouleversement de l'écosystème, du bouleversement des zones agroécologiques de production, ainsi de suite, et même en ce qui concerne le massif forestier. Comme nous le savons, qui est, j'allais dire, l'un des leviers sur lequel repose essentiellement la question sur le changement climatique avec sa capacité de production d'oxygène pour alimenter le monde. Donc, à cet égard, je crois que ce premier pilier sur le respect des clauses environnementales et sociales par les entreprises doit être strictement, j'allais dire, encadré et suivi par les gouvernements africains. La deuxième chose, bien évidemment, c'est sur la valorisation de ces richesses, de la matière première à la valeur nominale en termes de capitaux. Donc là aussi, les régimes fiscaux devraient normalement être très, très regardants, tant du point de vue, comme je l'ai évoqué, sur les pratiques en rapport avec l'environnement, que ce soit du point de vue de la valorisation, la fiscalisation des produits vendus ou alors des produits réalisés par les entreprises en termes de bénéfices. Donc, pour moi, je crois que ces deux aspects-là doivent être pris en compte. Maintenant, nous pouvons aussi nous appuyer à partir de ces deux piliers et bien d'autres que nous n'avons pas vus, considérer la dimension ou alors l'arrimage des pays africains à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Parce que, comme nous le savons très bien, c'est-à-dire que si les pratiques rédhibitoires que nous avons évoquées plus haut se sont, j'allais dire, s'installer dans l'exploitation des mines, c'est parce qu'il y avait très peu de transparence. Il y a encore très peu de transparence dans l'exploitation de ces ressources. Et là aussi, je crois que le gouvernement, notamment un certain nombre de gouvernements africains, se sont déjà arrimés à cette norme-là et il faut tout simplement que ces gouvernements et d'autres continuent à respecter les engagements pris et au niveau des organisations de la société civile que nous sommes, nous interpellons que ce soit le gouvernement, que ce soit les entreprises à faire bloc pour qu'il y ait plus de transparence, plus d'équité et plus de justice dans l'exploitation et la valorisation des ressources minières en Afrique. Évidemment, Jean, vous abordez des sujets très larges, très vastes. Et on est pratiquement à se souvenir que selon le dernier rapport disponible sur la République du Congo, le pays a vendu pour 7,3 milliards de dollars de pétrole. Mais au final, les retombées en termes de ressources financières pour les caisses de l'État étaient autour de 682 millions de dollars, moins de 8,5% de ce que le Congo vend comme pétrole, et même sur ce que le Congo reçoit, une partie est rentrée dans des stratégies pas très claires de financement de la Société nationale de raffinage. D'où tout l'intérêt de pouvoir mettre en place une politique fiscale respectueuse des 4 R. J'aime bien ce que vous avez utilisé comme image pour évoquer le progrès vers la fiscalité effective et vers la justice sociale. Lorsqu'on en revient sur des cas comme celui du Congo, quel sentiment vous avez, vous, en tant que militant, pour une meilleure gestion des revenus du secteur extractif en Afrique? Alors, tout de go, je dirais que j'ai un sentiment d'injustice, tout simplement. C'est très regrettable parce que nous évoquions donc les mauvaises pratiques, l'opacité, le peu de transparence qui existe dans l'exploitation minéraire au niveau africain en rapport avec les questions liées sur la vision minière africaine,
les questions liées sur l'initiative. Alors, comme vous évoquez le rapport ITIE de la République du Congo, c'est dommage vraiment que nous ayons ce genre de chiffres. Et comme vous le développez, c'est vraiment très regrettable pour le Congo en tant que nation et aussi pour les populations, les 5 ou 6 millions de Congolais, comme nous le savons, qui n'ont pas la vie facile au jour le jour et pour lesquels vraiment on se pose la question de savoir, avec tant de richesses, avec tant de potentialités, avec tant d'exploitation, nous soyons encore à constater ce genre de choses. Donc vraiment c'est de l'injustice, je dirais, vis-à-vis du Congo en tant que nation, et c'est de l'injustice vis-à-vis des populations congolaises. Et là, comme je l'ai évoqué sur l'initiative dans la transparence pour les ressources extractives, il est tout à fait important que la société civile, les acteurs influents au niveau du Congo regardent ça de près, parce que c'est un engagement national que le gouvernement congolais a pris, et voir le résultat tel que cela se présente ne donne véritablement pas, j'allais dire, un bon profil en termes d'acteurs engagés dans la promotion de la transparence dans les industries extractives. Cette sortie par l'agent, un plaidoyer fort et nécessaire. Aujourd'hui, au sein de Tax Justice Network, nous continuons à pousser la réflexion sur des instruments comme la propriété effective, sur la transparence dans les transactions financières, sur la meilleure organisation des juridictions pour un cadre fiscal mondial beaucoup plus dynamique, où on a moins de paradis fiscaux, moins de vendeurs de prestations de services, d'opacité financière et de juridictions à très faible imposition. Est-ce que tout ça, ce sont des éléments qui continueront d'alimenter votre propre engagement sur le plaidoyer pour une meilleure justice fiscale dans votre pays? Oui, bien évidemment, comme je l'ai dit, nous croyons à la bonne foi et à la sincérité, j'allais dire, des acteurs au niveau international qui ont mis en place ces mécanismes, ces dispositifs, et dans lesquels nous nous sommes engagés. Et j'évoquais tout à l'heure les questions de transparence et d'arrimage aux exigences de l'ITIE. Il faut dire que la première des choses dont on a véritablement à cœur, c'est d'aller vers la divulgation des contrats, parce que vous savez très bien que les contrats, ils relèvent du domaine public, même si c'est des accords qui sont, j'allais dire, signés avec les multinationales, le secteur privé, mais ce sont des ressources publiques, et à cet égard, il est très important que les contrats soient publiés, soient divulgués. Maintenant, il est aussi important que beaucoup plus de transparence et de rectitude dans les comportements des uns et des autres, que les entreprises acceptent et se soumettent à l'exigence qui veut que des informations sur la propriété effective, sur l'identité des informations, sur les identités des personnes qui ont le contrôle final, la décision finale dans l'entreprise, que ces informations-là soient divulguées pour que on mette tout au moins en évidence les limites, ou alors, j'allais dire, les dispositifs qui vont permettre à éviter à coup sûr les choses telles que les conflits d'intérêts. Par ailleurs, lorsqu'on a dit ça, il est aussi important que les entreprises manifestent une sincérité dans la gestion de ces contrats, de manière à pouvoir faire une divulgation systématique, que ce soit au niveau national ou alors au niveau international. Et ça donnerait plus de lisibilité et plus de visibilité d'ailleurs pour ces entreprises qui vont s'arrimer aux normes de l'initiative pour la transparence et dans les industries extractives. Et nous avons au niveau national et particulièrement dans le cas du CRADEC et bien d'autres organisations, nous nous appuyons sur les outils, par exemple le code minier camerounais qui prévoit dans l'une de ses dispositions que les entreprises minières qui viennent travailler au Cameroun doivent se soumettre aux exigences de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et là, nous voulons véritablement qu'au-delà du code, qui est le cadre juridique, mais que l'on passe à l'action. Et jusque-là, nous regrettons du fait que
code minier ne soit pas encore appliqué du fait que nous attendons toujours un texte d'application, ce qui est quand même, contradictoire dans un système comme le nôtre qui veut un programme national pour une émergence en 2035. Nous n'en sommes plus très loin. La deuxième chose sur laquelle il faut aussi se référer, c'est que nous avons une loi portant code de transparence et de bonne gouvernance des finances publiques. Et par rapport à ça, il y a des dispositions qui interpellent la société civile à pouvoir s'impliquer dans la divulgation des informations, de mettre face aux citoyens une information de qualité, une information juste et qui peut permettre aux citoyens de contribuer à cette politique d'émergence que nous avons évoquée tantôt. Donc, ça va être des points forts de notre plaidoyer, tant au sein de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, où nous siégeons comme représentants de la société civile, que sur d'autres, cercles de discussion ou de décisions pour lesquelles on peut apporter de contributions. En tout cas, Jean, c'est un vaste programme. Je te dis merci pour la participation une fois de plus riche à ce podcast. Effectivement, il faudra aussi en matière des industries extractives qu'on puisse pousser les gouvernements à mettre en place dans le cadre des conventions minières pétrolières l'article 13 défendu dans le cadre du comité de fiscalité de l'ONU qui veut que les pays africains puissent taxer les plus-values dégagées sur la vente des actions des sociétés minières cotées sur des marchés internationaux, mais qui assoient leurs actifs miniers sur des ressources africaines. C'est un vaste programme, nous allons revenir dessus certainement. Merci beaucoup, Jean Bala, et beaucoup de courage pour cette année, pour le démarrage de vos activités et une bonne année 2022 en espérant que vous aurez avancé sur la justice fiscale dans votre pays et dans l'Afrique francophone, dont vous êtes aujourd'hui devenu un des membres les plus influents. Merci beaucoup, Idriss, et tout le souhait le nôtre aussi, et nous continuons à garder cette collaboration. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition de votre programme. Je rappelle que vous pouvez l'écouter sur votre page de podcast imposocial.lipsyn.com. Lipsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi l'écouter sur notre page YouTube www.impotjusticesocial.com ou encore sur la page des podcasts de Tax Justice Network, thetaxcast.com, pour cliquer sur l'onglet en français pour écouter toutes les précédentes éditions. Et pour ceux qui ont Stitcher, vous irez chercher votre programme. Si vous voulez interagir avec nous, notre adresse email idriss@taxjustice.net ou encore notre page Facebook Impôts et Justice Sociale et notre compte Twitter #ImpôtsSocial. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine édition où nous parlerons de justice sociale mais aussi de justice fiscale. Au revoir et à très bientôt.